On va commencer. Du coup, je vais vous laisser entre les mains de Manon Vidal, alumni diplômée ingénieur, qui travaille à l'ADEME et qui va animer cette table ronde et qui va vous présenter les participants et participantes de cette table ronde. Donc Manon, je te laisse la main. Merci d'être venue ce soir et de ne pas être au débat de liste. Bonne soirée. Oui, bonjour, du coup, comme Camille l'a présenté, Manon Vidal. Oui, bravo, merci à vous d'être là. C'est waouh, la semaine des listes avec deux soirées dans la semaine. Franchement, bravo. Donc pour commencer, je vais dire un petit mot pour remercier Camille Richard qui a repris le flambeau initié l'an dernier de faire une soirée avec des interventions d'anciens étudiants qui travaillent dans la transition écologique. Merci aussi aux étudiants, aux professeurs, pardon, qui sont plus étudiants depuis un moment, qui sont engagés dans ces démarches de développement durable et responsabilité sociétale. Et merci aux alumni qui se sont déplacés, parfois de un peu plus loin, pour venir présenter leur parcours. Donc on va faire un déroulé en 3 temps. Sous le premier temps, ça va être à peu près 5 minutes par alumni qui se présente donc son parcours, la structure où il travaille. Donc on en a 7 présents ce soir. Et ensuite on va initier un débat autour de 20 minutes sur 3 questions qui vous seront présentées pour faire discuter les anciens et puis vous faire venir peut-être des questions. Et ensuite viendra la phase de questions où vous pourrez échanger, poser vos questions librement. Et donc on devrait terminer normalement à 20h et il y aura une phase de buffet qui a été organisée je crois par Polyearth, donc merci aussi à toute l'équipe de Polyearth. Et sans plus tarder, du coup je vais laisser la parole à Thibaut Trichereau, c'est ça? Ah non, pardon, autant pour moi. Enfin si, allez, on va commencer avec Thibaut du coup. Et qui va du coup se présenter. Alors attends. Allô? Oui, ça a l'air de marcher. Donc, Ah oui, tu vois pas le diaporama, mais il est au-dessus de ta tête. D'accord. Donc, Thibaut Trichereau, donc moi je suis de la promo matériaux 2012. Il y a une douzaine d'années que je suis sorti d'ici. Moi, en sortie d'école, j'ai fait un stage R&D à Saint-Gobain. Je travaillais sur des poudres céramiques. Ensuite, j'ai enchaîné par 1 an de VIE en Norvège, donc toujours chez Saint-Gobain, où là, j'ai appliqué ma recherche et je l'ai mis à l'échelle pilote. Donc, une montée en échelle, en fait, de mes recherches. Et après, les 8 années qui ont suivi, j'ai travaillé donc, à l'Imprimerie nationale, dans une filiale qui fait des hologrammes de sécurité. C'est des films plastiques avec une structure optique qui sert à protéger vos documents d'identité, vos passeports, vos cartes d'identité, les billets de banque. Donc j'étais chef de projet. Je faisais le lien entre les clients et les différents départements en interne. Donc gestion de projets industriels et développement de nouveaux produits. Voilà. Et donc ça m'a donné en fait le goût du développement. Et donc en parallèle de cette activité-là, j'ai démarré un nouveau projet, un projet de développement d'une alternative au cuir. J'en parlais peut-être un petit peu, la démarche que j'ai eue qui m'a amené vers ce projet-là. Et donc l'ambition du projet, c'est de proposer une alternative au cuir à partir de mycélium. Donc c'est la partie racinaire des champignons, donc ça fait un maillage de fin filament. Et donc ça fait un matériau qui est 100% biosourcé et qui peut atteindre les performances mécaniques du cuir bovin. Donc là, c'est l'objectif. Donc c'est un projet que je développe depuis. En fait, l'idée du projet, je l'ai démarré il y a 1 an. Et donc les tests de développement ont démarré depuis 6 mois. Voilà, donc c'est encore un projet tout récent. Donc voilà. Donc je suis basé à Bordeaux. C'est assez concis. Parfait. Du coup, on va passer. Merci Thibaut. On va passer à Guillaume. Bonjour. Du coup, je m'appelle Guillaume Bertrand. Alors moi, j'étais dans la promo SE qui a terminé en 2018. Je ne sais pas s'il y a des SE aujourd'hui. Là. Pas de SE. DMA peut-être. Il n'y a pas d'AMA non plus. Okay.
Les SE, on était souvent en alternance, donc du coup, je sais pas si peut-être qu'ils sont en entreprise, c'est possible aussi. Après avoir fini en 2018, moi j'ai fait un an de working holiday visa en Nouvelle-Zélande, donc j'ai voyagé pendant un an. Et après, j'ai rejoint une petite structure qui s'appelle Seno, qui est à Téhéran, près de Montpellier, et qui s'occupait de mettre en place des stations météorologiques au niveau des rivières pour mesurer la hauteur des cours d'eau et pour prévenir les risques de crue. J'ai passé environ 2 ans dans cette boîte, et après j'ai changé pour aller chez Vestas, qui est un constructeur éolien. Donc Vestas est responsable de tout ce qui est mise en place des chantiers éoliens en France. Et ensuite, on a donc une partie construction et une partie aussi service qui gère la partie service une fois que les parcs sont mis en place. Voilà. Après, pas grand-chose de plus à dire. Si t'es pas plus inspiré, c'est pas grave, tu pourras parler pendant le débat. Pas de souci. Du coup, maintenant, on va donner la parole à Elsa qui travaille donc chez Enercop dans le secteur des énergies renouvelables. Eh bien, bonjour, je m'appelle Elsa donc. Moi, j'ai été diplômée assez récemment puisque je suis de la promo matériaux 2022. Et donc, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel par un stage de 4e année dans le recyclage des panneaux photovoltaïques chez Veolia. Et à la suite de ce stage, j'avais un peu la volonté de me tourner vers des entreprises plutôt plus à taille humaine, parce que Veolia, ça reste un gros groupe. Et donc, j'ai entamé un contrat de professionnalisation pour une coopérative d'énergie citoyenne qui s'appelle ACT. Donc, c'est l'idée de rassembler dans une coopérative ou dans une association plusieurs citoyens d'un même territoire qui vont ensemble investir dans des moyens de production d'énergie renouvelable et qui vont donc se récupérer les bénéfices de la production photovoltaïque pour eux. Donc, j'ai fait 1 an chez ACT. Et à la suite de ce contrat pro, j'ai été embauchée par Enercop Languedoc-Roussillon. Donc je continue à travailler un petit peu pour la coopérative ACT dans le cadre de mon travail aujourd'hui. Donc Enercop, peut-être un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative qui fournit de l'électricité renouvelable. C'est une coopérative, c'est une SIC, donc avec un modèle de gouvernance partagée un peu particulier. C'est une coopérative à but non lucratif et c'est une société de l'économie sociale et solidaire. Et moi, dans cette coopérative, donc moi je suis basée à Montpellier, mais il y a un Enercop par région en France. Et à Montpellier, moi je fais du développement de projets photovoltaïques, essentiellement citoyens, enfin, quand c'est possible, sur des parcs au sol anthropisés, donc des anciennes décharges, des sites pollués, sur des toitures. Un tout petit peu de formation, parce qu'on fait tous un peu de formation chez Enercop. Et voilà, et essentiellement sur le territoire du Gard. J'ai dit. Merci Elsa. On va maintenant donner la parole à Paul Agu qui travaille donc dans le consultant en carbone chez Mobitip. C'est ça. Donc moi c'est Paul. Comme Elsa, je suis de la même promo Math 2022, donc assez récent. Mon parcours il est assez particulier puisque comme vous le voyez, mon dernier stage est dans un endroit qui est très écolo qui s'appelle Airbus. Et c'est en fait à la suite de ce stage que je pourrais vous décrire après comment je suis parti de l'environnement. Et en fait, je suis allé juste à côté, à 200 mètres à l'IAE, après l'école d'ingénieur, pour faire une année supplémentaire en management de projets innovants. Et comme c'était une alternance, ça m'a donné en fait l'envie de faire une alternance dans l'environnement chez Mobitip, que je présenterai après, qui est une entreprise qui réalise des bilans carbone, c'est-à-dire le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et donc j'ai été pris d'abord en alternance pendant 1 an, et là je suis en CDI depuis septembre à Toulouse. Et je me regarde dans mon boulot, et voilà. Et du coup, il faut que tu nous présentes plus Mobitip, peut-être, si tu as des choses à dire. Pas de souci, hein. Mobitip, donc c'est une SAS qui réalise des bilans carbone. On est une toute petite start-up, on est 15 personnes, clairement, et dont quasiment 3 personnes qui sont en alternance. Et en fait aussi, ce qu'on réalise, et c'est là aussi dans mon parcours ça m'a intéressé, c'est aussi un peu de sensibilisation aux enjeux énergie-climat. Je suis aussi animateur de la fresque du climat, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Et je fais des fresques du climat dans le cadre de mon travail pour sensibiliser aux enjeux énergie-climat avant de faire un bilan carbone. Donc se déplacer dans les entreprises et leur parler des enjeux énergie-climat et leur dire pourquoi on fait un bilan carbone. Et voilà, j'ai pas plus à dire. Et je vois que tu fais la fresque du numérique aussi. Est-ce que c'est parce que Mobitip s'adresse surtout à des entreprises du numérique? Alors en fait, du numérique, moi je suis pas animateur, mais il y a des collègues à moi qui sont animateurs. Mais c'est vrai que je pense à le faire. Honnêtement, des entreprises du numérique dans les bilans carbone,
On peut avoir tous les types réellement en termes d'entreprise. On peut avoir des gros groupes de plus de 500 salariés et après on peut avoir, dernièrement j'ai eu un fabricant de bijoux sur l'île d'Oléron, ils sont 3. Donc on a vraiment tous les types et tailles d'entreprises. Mais fresques numériques, oui, dans le cas où on a des entreprises vraiment informatiques, on va pas leur faire une fraise du climat, on va leur faire quelque chose de plus spécialisé puisque ça leur parle plus. Mais sinon, non, moi je suis pas animateur fraise du numérique. Ok, merci. Du coup, maintenant, ça va être à Géraldine de se présenter et de présenter sa structure. Moi, ça va être assez simple. Bon, bonjour et merci pour cette deuxième édition. La première était super, donc je voulais vous remercier pour cette initiative d'avoir relancé effectivement une nouvelle édition. Donc moi, je m'appelle Jérémy Kerbou, je suis de la promo GBA 1990, c'était le millénaire d'avant. Je ne vais pas pouvoir tracer toute ma carrière, autrement effectivement je vais phagocyter toute la présentation. Donc moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le domaine de l'innovation, l'accompagnement de start-up. Après j'ai dirigé un incubateur et après je me suis occupé d'investissement, donc dans des innovations plutôt deep tech, et j'ai fait ma transition il y a quelques années maintenant. Et je suis aujourd'hui consultante en stratégie RSE et également je conseille les entreprises pour le développement d'innovation responsable puisque je garde cette composante innovation qui me passionne toujours. Voilà, je travaille sous une marque qui s'appelle Innovation for Impact. Je suis fresqueuse climat et je suis également fresqueuse sur le One Health. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. C'est un concept qui lie en fait la santé des humains, la santé des animaux et la santé de l'environnement, voilà, qui permet d'expliquer comment tout cela fonctionne de façon écosystémique. Et je suis également cofondatrice de la Maison d'Impact, qui est une association qui essaie de promouvoir la RSE parmi les acteurs économiques, qui a fédéré également ces acteurs économiques et dont Polytech est partenaire. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus dans le détail de Innovation for Impact? Alors, donc je suis consultante indépendante, mais je fais partie aussi de collectifs de consultants et je suis spécialisée sur l'innovation et plus spécifiquement sur les sciences du vivant et plus spécifiquement dans le domaine de la santé, qui est un secteur effectivement où la RSE commence à se développer parce que les acteurs de la santé considèrent qu'effectivement ils sont impactés de façon naturelle parce qu'ils soignent les gens. Mais en même temps qu'ils soignent les gens, ils détruisent la santé des gens puisqu'ils sont émetteurs de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, et dans ce milieu-là, voilà, on essaie d'introduire effectivement la RSE et également le développement pour ça que d'innovation responsable qui soit plus respectueuse de l'environnement. Donc si je comprends bien, tu fais en gros du conseil auprès de structures dans la santé, type clinique, EHPAD. Alors je travaille pas avec les établissements de soins, je travaille avec les établissements, enfin avec les entreprises qui fournissent des services et des produits de soins aux établissements hospitaliers, enfin aux établissements de soins de façon générale, puisqu'en fait les fournisseurs représentent à peu près 55% de l'empreinte carbone du système de soins français. Le système de soins français, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, donc 2 fois plus que le numérique, je le précise. Donc il y a un gros travail à faire au niveau des achats, et en plus il y a énormément d'incitations actuellement au niveau national, que ce soit l'assurance maladie, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la Haute Autorité de santé. Il y a des feuilles de route qui ont été mises en place pour effectivement décarboner tout ce secteur à tous les niveaux. Ok, merci Géraldine. On va maintenant donner la parole à Estelle qui travaille dans un bureau d'études Naturéo. Bonsoir, du coup Estelle Mandra de Naturéo. Donc moi je suis STE 2021. J'avais fait un stage en 4A donc, dans une grosse comme Elsa mais chez Total. Donc j'étais au service de traitement des eaux résiduaires de la raffinerie de Feyzin. Donc je me suis rendu compte quand même que le traitement de l'eau c'était assez important pour pas qu'on rejette là. Dans ce cas-là, c'était le milieu naturel, c'était le Rhône, n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même pas très à l'aise dans cette grosse structure. Donc après mon stage de 4A, mon stage de 5A, je l'ai fait chez Naturéo, donc beaucoup plus petite. Donc on est une dizaine. S'il y a des STE ici, peut-être que vous avez croisé ma collègue Célia Graziani la semaine dernière c'était la table ronde des métiers, je crois.
Et donc, je fais partie du coup, de la même structure. Et donc, nous, chez Natureo, donc, on est un bureau d'études techniques sur le traitement de l'eau. Donc, on répond majoritairement à des appels d'offres pour construire des stations d'épuration ou de potabilisation et d'autres structures liées au traitement de l'eau et à l'acheminement de l'eau. Et donc, on participe en quelque sorte à protéger les milieux naturels, parce qu'en France, peut-être on ne s'en rend pas trop compte, parce qu'il y a beaucoup de structures de traitement de l'eau, mais dans les autres pays, c'est pas toujours aussi développé. Et, voilà. Et on voit aussi que pas mal de stations, on doit remettre à jour, parce qu'il y en a pas mal qui sont vétustes et qui ne respectent pas les normes, donc ça a pas mal d'impact. Et on accompagne aussi les collectivités de plus en plus sur des projets de reuse. Donc c'est la réutilisation des eaux usées traitées qui permettent, pardon, oui, je parle pas très bien dans le micro, Ça va. qui permettent du coup de récupérer les eaux en sortie de station pour d'autres pour d'autres utilisations comme de l'irrigation ou du nettoyage de voirie, plutôt que de prélever directement dans la ressource naturelle ou d'utiliser de l'eau potable qui ne serait pas forcément utile pour ce genre d'application. J'avais oublié de passer la diapo, mais je crois que tu viens de dire à peu près ce qui est écrit dessus. Et on va donc enfin donner la parole à Yannick qui travaille chez Sweep. C'est ça, merci. Yannick, donc je suis à l'IG 2009, donc ça fait 15 ans, je compte, de carrière. J'ai commencé rien du tout. J'ai commencé ma carrière en rejoignant une startup qui s'appelait Palm Analytics, qui a été incubée à Cap Omega et à Polytech. On travaillait dans les locaux de Polytech au début de avant même que la boîte soit créée. Et on faisait de l'analyse de données, et c'est un lien avec la suite, avec la RSE, je vais venir. Pendant une dizaine d'années, on a été racheté, on a vendu la boîte à un acteur américain qui s'appelle Zendesk, qui fait du support client. Et on a fait toute la pipeline analytique de Zendesk pour les tickets clients. Donc c'était des milliards d'événements tickets. Voilà, c'était des grosses volumétries de données. Et en fait, on est resté quelques années à Zendesk pour intégrer le produit dans la suite de Zendesk. Et après quelques années, on a pas mal volé pour aller à San Francisco notamment. Et c'est à ce moment-là où on a un petit peu réalisé avec mes anciens collègues de BIM qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond quand on prenait l'avion puisqu'on suivait le soleil. Et donc c'était peut-être pas à l'échelle de l'homme. Et à partir de ce moment-là, en tout cas c'est mon climate moment, comme les gens aiment le dire, où je me suis dit qu'il y avait quand même un petit souci qui était en train de se passer avec l'avion. Et ça a été le déclencheur de la création de Sweep, dont je suis un des cofondateurs, qui est une entreprise qui fait aussi du logiciel, mais dont le but est d'aider les entreprises à réaliser un BGS, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, donc un bilan carbone aussi, et surtout à mettre en place des trajectoires de réduction. Donc c'est vraiment du logiciel pour aider les entreprises à suivre leur trajectoire. Et c'est basé beaucoup sur la collecte de données, parce qu'en fait, pour faire un bilan carbone correct, on est obligé d'avoir des données physiques, comprendre un petit peu combien de kilowattheures d'électricité on consomme, combien de gaz on consomme, pour être capable d'avoir une vue claire et précise, sans quoi on a du mal à prendre des actions. Et donc, Sweep, c'est un peu le mix entre la data, l'expertise donnée que l'on a acquérie pendant quelques années, et on a recruté des gens de Carbone 4, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le cabinet de Jean Covici. Voilà, des gens de Carbone 4 qui sont experts sur le métier du carbone et de l'ESG. Et en fait, Sweep, c'est un peu le mix de ces deux mondes-là qui sont très consulting à la base, la partie RSE, avec du logiciel. Et on a, pour terminer de la grande photo, on a levé 100 millions d'euros en 3 tours, et on est 120 personnes en 4 ans. Et on travaille avec des groupes comme, pour donner un ordre d'idée, comme SNCF, Saint-Gobain, voilà, qui ont une très forte roadmap de décarbonation, puisqu'ils ont des usines assez émettrices, ce qu'ils manufacturent. Voilà, on travaille beaucoup avec L'Oréal aussi, qui sont très en avance sur les sujets. Et on voit pas mal de choses bouger sur les entreprises à ce niveau-là, surtout sur les grands comptes, qui est un peu notre spot préféré, parce qu'il y a un écosystème de fournisseurs en fait qui vient avec. Donc si vous êtes capable d'aider les grands comptes, vous êtes capable d'aller chercher leur chaîne de valeur, et donc tous ensemble essayer de mettre en place un plan de transition qui fait sens, même si je ne suis pas convaincu personnellement que ça va suffire. Grand débat. Merci Yannick. Et donc finalement, je vais me présenter aussi.
Donc diplômée 2021, comme aucun de vous, je crois que vous êtes petit toi aussi, ouais, donc dans la même année qu'Estelle. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mon stage de fin d'études, donc GBA, j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'industrie agroalimentaire, donc une entreprise dans le Gard qui s'appelle Senfas, qui travaille des produits végétaux et bio, donc j'avais déjà un petit attrait quand même pour travailler en lien avec la nourriture et la transition écologique, on peut dire. Et ensuite, j'ai fait mon premier emploi à Apt, c'est dans le Vaucluse, une petite ville. Chez Apt Union, c'est une entreprise qui fait des fruits confits. C'est très précis. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu mon déclic parce que dans le process du fruit confit, on prend un fruit, on met dans le sucre et ensuite il faut le sécher. Et une partie de mon travail a consisté à faire un switch d'un process qui sèche le fruit avec des fours qui utilisent du gaz à un process qui sèche le fruit avec des fours qui utilisent un micro-ondes. Donc en gros, c'est une décarbonation de l'industrie puisqu'on passe du process gaz au process électrique, enfin micro-ondes électrique. Donc l'électricité qui, en France, est décarbonée. Et en parallèle, sur le plan personnel, j'ai eu une prise de conscience plus importante. J'ai l'impression de parler trop dans le micro, non ? Ok. Une prise de conscience personnelle en me renseignant beaucoup sur avec des podcasts, des vidéos, des livres même, des études de l'ADEME. Enfin, on a vraiment de quoi se renseigner aujourd'hui. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sur quoi je travaillais, l'agroalimentaire, en fait, il y avait un attrait avec la transition écologique. En fait, c'était déjà présent. Et en fait, on se rend compte que ça touche tous les domaines. C'est la transition écologique, c'est pas le domaine de la transition écologique, c'est tous les domaines en fait qui vont faire leur switch. Et du coup, en fait, je me suis pas mal renseignée, et puis mon contrat s'est terminé, et je me suis dit, ok, je vais essayer de travailler dans la transition écologique. Et du coup, maintenant, je travaille à l'ADEME, donc juste comme ça. Allô ? Ah non, c'est bon. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'ADEME ? Ah ouais, c'est pas mal, hein ? Enfin, parmi la génération plus autour de notre âge... c'est rare. Bon, quand je dis à mes amis que je travaille à l'ADEME, personne ne connaît, et je leur en veux pas. Et je leur en veux pas parce qu'en fait, moi non plus, je connaissais pas il y a 2 ans. En fait, l'ADEME, c'est un acronyme. Avant, ça s'appelait l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et maintenant, ça s'appelle l'Agence de la transition écologique. Donc, vous avez le petit logo là-haut. C'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Bon, voilà, en gros, c'est du parapublic. On n'est pas fonctionnaire, mais c'est pas du privé parce qu'on utilise de l'argent de l'État. Donc en fait, l'ADEME, donc pour ceux qui connaissent pas, ou pour entrer dans le détail pour ceux qui connaissent déjà, s'occupe à plusieurs missions. Mais du coup, on est sous le joug du ministère de la Transition écologique et on va principalement donner des subventions à des entreprises, des associations, des collectivités pour qu'elles puissent mener des projets sur tout un panel de thématiques. En passant de l'économie circulaire à la transition énergétique, aux mobilités, à la qualité de l'air, à beaucoup de domaines. Donc ça, c'est une des premières facettes de l'ADEME, mais l'ADEME s'occupe de faire beaucoup d'études et de prospectives. Donc il y a les scénarios de l'ADEME, si ça vous intéresse, que je vous invite à regarder, les scénarios 2050, qui présentent 4 scénarios possibles d'ici à 2050. Est-ce qu'on va plus sur les technologies vertes? Est-ce qu'on va plus sur la sobriété? Est-ce qu'on fait un mix? Est-ce qu'on collabore? Bon, voilà. Donc voilà, des études de la prospective, de la subvention. Et pour parler un peu plus de mes missions, donc moi je suis chargée de mission. Il y a différents métiers à l'ADEME. Quand on travaille en région, c'est-à-dire que dans chaque région, il y a une direction régionale qui s'occupe principalement de donner des subventions et de faire de l'animation. Mais quand on travaille au siège à Angers, Paris ou à côté de Nice, c'est là où on fait plus des études de la prospective. Donc quand on est en région, on s'occupe principalement de donner des subventions ou, donc je l'ai déjà dit, de faire de l'animation. Et donc c'est ce que je fais. Donc en gros, on a des projets. Moi je travaille sur l'économie circulaire, donc ça va être dans le secteur des déchets, donc recyclage, tri des biodéchets. Je sais pas si ça vous parle, ce que c'est un biodéchet. Ça va être plein de choses, réutilisation, réemploi, la sobriété, enfin bon, beaucoup de thématiques liées à l'économie circulaire. Et donc je m'occupe d'instruire des dossiers pour leur donner de l'argent et les aider à mettre en place des dossiers
des projets sur ces thématiques, mais aussi mettre en place de l'animation régionale, c'est-à-dire créer des journées, des webinaires, voilà, pour que les gens qui travaillent sur ces thématiques se rencontrent et que de là naissent des projets. C'est un peu l'idée. Donc c'est voilà, le gros de mes missions et franchement, moi, c'est pas pour faire la pub, mais c'est vraiment une grande institution où on a des personnes qui travaillent sur différentes thématiques. Donc c'est vraiment, voilà, quand on s'intéresse à la transition écologique, on peut échanger sur différents domaines avec les collègues, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà pour ma présentation. Donc on va maintenant passer à la phase de débat. Du coup, moi, j'ai un peu répondu à cette question. Mais donc parmi vous, vous 7, comment est-ce que vous êtes orientés dans le domaine de la transition écologique et sociétale ? Est-ce que ça a été par opportunisme, comme ça ? Est-ce que c'était une prise de conscience plus profonde et personnelle ou... Enfin, Yannick nous en a un petit peu parlé aussi avec les trajets en avion. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prendre la parole ? Ça marche, ouais. Oui, moi c'est totalement pour revenir sur le dernier stage que j'ai fait. Le stage de fin d'études, je l'ai fait à Airbus, comme je vous ai dit, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, je sais pas si vous savez, il y a les chantiers de l'Atlantique, qui sont les plus gros chantiers dont on sort les plus gros paquebots du monde. Et en fait, j'étais en stage là-bas. J'avais eu, grâce à Polytech aussi, des interventions. Il y avait une personne du GIEC qui était venue. On avait des cours liés à l'environnement. Mais ça faisait pas trop écho dans ma tête, ou plutôt je me disais, oui, c'est bien, mais je me rendrai compte plus tard. Et en fait, c'est un jour, vraiment, je vais au stage comme tous les jours. Et en fait, c'est le jour où il y avait le plus gros paquebot du monde qui sortait des chantiers atlantiques. Ça s'appelait le Wonder de Seas et c'est resté pendant 1 an le plus gros paquebot du monde. Et à ce moment-là, il y a un Beluga, un avion qui transporte des tronçons d'avion, qui est passé juste au-dessus de moi. Et Yannick, à un moment, a parlé de Climate Moment. C'est clairement à ce moment-là que je l'ai eu. C'est que j'ai vu ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Clairement, ça a fait une énorme question dans ma tête. Je me dis, mais clairement, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. Et qu'est-ce que je fais là, à aller dans un endroit où, bizarrement, d'un coup, j'ai l'impression qu'il est rempli de noir et que je suis pas à ma place. Donc, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et je me suis renseigné et je suis revenu sur les choses qu'on a vues à l'école. Donc, à Polytech, avec l'intervention du GIEC, je me suis documenté, je suis allé sur des choses de carbone 4. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ok, là, ça commence un peu plus à germer dans ma tête. Et même à la fin du stage de Airbus, qui s'est bien fini, j'ai eu un CDI. On m'a proposé un CDI que j'ai refusé. Parce que j'ai dit, j'ai pas envie de faire ça, c'est très gentil, on va se quitter main dans la main, mais je le refuse. Et évidemment, mes parents n'ont pas du tout compris, parce qu'ils disent, mais t'es débile, enfin, t'as un CDI à Airbus, une position stable. Tes 2 parents travaillent chez Airbus. Et mes 2 parents travaillent à Airbus, tout à fait, ouais. Mes 2 parents ont fait plus de 20 ans à Airbus. Donc quand vous partez en école d'ingénieur, vous avez le stage de fin d'études à Airbus, vous dites, bah lui, il va finir à Airbus. Et j'ai refusé le CDI. Et en fait, pour le justifier aussi un peu à mes parents, et surtout me le justifier à moi-même, j'ai dit, bah, je vais faire 1 année en plus à l'IAE, et ils ont 1 année en alternance, et je vais faire l'alternance dans l'environnement. Et si ça me plaît pas, bah, c'est pas grave, j'ai quand même une école d'ingénieur derrière, je arriverai à retrouver du boulot. Par contre, si ça me plaît, je me donne à fond dedans. Et aujourd'hui, je me régale dans mon boulot. Voilà. Bravo. Moi, j'ai pas du tout eu de moment comme ça, moi. Ça s'est vraiment fait petit à petit, en fait. Ça, plus des prises de conscience, pareil, en se renseignant un petit peu, avec des vidéos, des informations, des textes. Après, il y a toujours une idée quand moi je choisis une entreprise. C'est d'abord la mission qui m'intéresse. Mais c'est vrai que s'il y a une orientation un peu écologique et transition derrière, c'est un bonus, en fait. Et au final, les 2 entreprises que j'ai fait, bon, après je suis assez jeune, j'en ai pas fait beaucoup, mais les 2 entreprises que j'ai fait étaient en fait en train de travailler, même sans vraiment le vouloir, dans la transition écologique. Donc c'est un plus, mais du coup, au final, il se trouve que je travaille dans la transition écologique aussi. Ouais. Moi aussi, moi c'était plus des lectures en fait qui m'ont fait un peu ce climate change. Comment tu l'appelles? Climate moment. Donc il y a eu un premier livre, un livre de Pablo Servigne, qui annonce l'effondrement de la société. Donc ça, ce livre, il a été assez un choc pour moi.
est assez rude. Donc il affirme, il dit qu'en fait, qu'il y a un effondrement de notre société qui est possible parce que en fait, une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies, c'est physiquement pas possible. Et donc, il y a des modèles qui le démontrent, donc avec le modèle de Mido, donc il simule tous les donc la production agricole, les ressources pétrolières, les ressources minières, tout ça est compilé en fait dans un modèle. Et au bout d'un moment, en fait, le modèle, il crache courant du siècle, du 21e siècle, suivant les hypothèses qui sont prises. Et donc, en fait, je me suis dit, en fait, la société telle qu'on la connaît, elle n'est pas forcément vouée à durer éternellement. Il va peut-être y avoir une rupture à un moment donné. Et donc, ça m'a vraiment perturbé. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle? Moi, j'ai une formation matériaux, donc je peux peut-être apporter mon expertise à ce changement, parce que donc, le changement climatique, on parle souvent du réchauffement climatique, mais au final, c'est pas que ça. Il y a d'autres thématiques autour de ça, comme la raréfaction des ressources. Donc on parle souvent du pic du pétrole qui est passé depuis 2018. Donc là, notre consommation, elle est encore croissante, mais on produit maintenant moins de pétrole qu'en 2018. Donc il y a un moment aussi où ça va poser problème pour les transports, pour tous les produits plastiques, pour tout. Voilà, il y a la même chose avec les métaux. Donc par exemple, il y a plusieurs métaux qui ont passé le pic. Par exemple, on parle beaucoup d'électrification. Donc l'électrification, il y a besoin de batteries avec les lithiums. Et si on électrifie tout le parc, il faudrait produire 21 fois plus de lithium qu'actuellement. Et donc ça, augmenter la production d'une fois ou deux, c'est possible, mais aller dire aux mines, produisez 21 fois plus de lithium. C'est pas possible. Donc il faut trouver des nouvelles solutions. Donc ça passe par de la recherche dans les matériaux. Et donc moi, comment je suis arrivé à mon projet? Moi je suis plus je me suis intéressé en fait au biomimétisme. Donc j'ai lu des livres sur le biomimétisme et ça m'a apporté beaucoup de concepts. Alors déjà, donc le vivant, c'est en termes de résilience, c'est les espèces vivantes qu'on voit autour de nous, elles ont passé à peu près 4 milliards d'années d'épreuves du temps. Donc ce sont des solutions éprouvées par le temps. Donc ce sont des solutions qui fonctionnent. Et donc on peut, en l'observant, on peut en tirer des innovations de pointe. Donc on cite souvent le colibri qui plonge dans l'eau, donc sans faire de gouttes. Donc il y a des trains qui se sont inspirés de la forme des colibris, donc les fleurs de Bardin qui ont inspiré le velcro, donc la structure. Et donc en observant le vivant, on peut en tirer des grands principes du vivant qui permettent au vivant d'être durable dans le temps. Donc il y a certains principes de consommer localement, de réutiliser des ressources de d'autres vivants. Et en fait, plus généralement, en fait, le vivant, c'est la forme la plus économe en énergie, la plus économe en ressources pour produire des matériaux, pour fabriquer des choses. Donc ça amorce après le principe de biofabrication. Donc la biofabrication, c'est le fait de fabriquer des matériaux à partir de micro-organismes. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça fascinant. Donc, je ne sais pas si après dans le public, il y en a qui sont en matériaux. 3-4, ouais. Donc pour les matériaux, il y a s'il devrait y avoir un slogan pour la fabrication des matériaux, c'est heat, beat and treat, c'est-à-dire qu'il faut soit chauffer à des hautes pressions, soit marteler, apporter de la pression, ou soit faire des traitements chimiques qui sont agressifs, qui sont corrosifs. Et pourtant, ce sont des conditions qui ne sont pas compatibles avec le vivant. Et ça n'empêche pas que le vivant produit des matériaux, par exemple les mollusques font de la céramique sous l'eau. Il y a des espèces aussi qui fabriquent du verre, les diatomées. Donc voilà, il y a des façons de produire des matériaux par la biofabrication, par le vivant, qui est beaucoup plus économe en énergie et en ressources.
Évidemment, elles ne vont pas puiser les ressources à l'autre bout du monde, elles les puisent localement, et en fin de vie, dès qu'elles meurent, ça va servir d'autres espèces. Donc c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, et donc je me suis renseigné sur le sujet. Je suis tombé sur une entreprise américaine qui fait des matériaux à partir de mycélium. Donc le mycélium, c'est la partie racinaire des champignons, ça fait un maillage de filaments qui vient lier les particules entre elles. Et donc eux, ils utilisent le mycélium comme une alternative au polystyrène. Donc ils font des matériaux de packaging. Et donc il y a des applications après dans des isolants pour le bâtiment, etc. Donc j'aurais commandé un kit, j'ai expérimenté chez moi, donc j'ai commencé à faire des objets, donc ça a plein d'avantages, on peut mouler des objets, et en fin de vie, c'est un matériau qui peut être biodégradable, qui peut retourner à la terre. Et enfin voilà, donc bref, après je pars sur le projet, mais donc enfin voilà, c'était ma démarche qui m'a amené. Donc c'est un long processus, ça a mis peut-être 1 an voire 2 ans avant de maturer et avant de trouver aussi l'application qui va me pousser en fait, qui va me faire me lever tous les matins et me dire enfin voilà, ça c'est ma place et c'est en ça que je me plais. Ma petite contribution à mon échelle, voilà. Bravo. Eh ben moi, pour être honnête, je pense que mon déclic, il est venu plus des autres que de moi, en fait. Moi, quand j'ai choisi matériaux, c'était avant tout parce que pour moi, c'était une filière assez généraliste qui me permettrait par la suite de m'orienter un peu comme je le voulais, parce qu'à ce moment-là, je savais pas vraiment dans quoi je voulais travailler. Et si j'ai fait un stage en 4e année chez Veolia, c'était pas un hasard, parce que mes 2 parents venaient de Veolia aussi. Et que c'était la période du Covid, on sortait tout juste du confinement, et donc c'était un peu un stage trouvé à la dernière minute parce qu'il y avait normalement une mobilité internationale qui a été annulée. Bon, je ne refais pas l'histoire, et donc je me suis retrouvée là un peu par hasard. Et en fait, j'étais quand même contente parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé un stage qui avait du sens avec la sensibilité que j'avais à l'époque. Et en fait, je pense que ça a été quand même une grosse désillusion pour moi sur comment ce gros groupe à caractère très lucratif avait pris à cœur cette question-là, qu'est-ce qu'ils en faisaient. Je pourrais en parler très longtemps, je ne vais pas forcément le faire ici, mais il y a eu vraiment une déception à ce niveau-là. Et également, on n'en a pas trop parlé, mais sur la gestion de l'humain, en fait, la gestion de la richesse humaine au sein d'une entreprise, où moi j'avais l'impression qu'on était tous des pions avec une hiérarchie descendante complètement dingue. Et en sortant de là, je me suis dit, maintenant je cherche un stage de fin d'études ou un contrat de professionnalisation. J'ai un peu de connaissances dans le photovoltaïque parce qu'il se trouve que mon stage chez Veolia, c'était sur le recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc j'aimerais bien travailler dans le photovoltaïque, mais bon, je me suis dit plutôt dans les phases amont, dans la production, le développement. Mais je savais pas trop, c'était assez flou à ce moment-là. Et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai postulé à plein d'offres de stage, et aussi bien dans le petit collectif citoyen dans lequel j'ai atterri que chez Total, en fait. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas forcément la sensibilité, je voyais pas forcément de nuances, parce que j'avais pas fait le chemin que j'ai fait par la suite. Et c'est en commençant à travailler avec ACT, avec des collectifs citoyens, avec Enercop, avec toutes ces personnes qui sont vraiment militantes, en fait, que j'ai fait en fait une prise de conscience progressive sur 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, moi, je m'estime être quelqu'un de très engagé. Et en fait, je suis pas allée dans ces structures-là parce que je l'étais, mais je le suis devenue avec eux. Et bon, c'est peut-être un peu différent que pas mal de parcours, mais en fait, je me sens très enrichie et très reconnaissante aussi donc d'être dans ces structures-là, d'avoir évolué avec des personnes comme ça, et dans des structures coopératives où en fait on est très loin du fonctionnement d'une société classique, où moi dans ma coopérative, toutes les décisions elles sont prises ensemble, on discute beaucoup, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous égaux, et c'est un modèle qui moi me plaît et qui me permet de me dire je suis contente de ma qualité de vie au travail, de ce pourquoi je me lève le matin, de la qualité de mes missions. Et ça, je pense que j'aurais pas pu le retrouver dans un groupe, un gros groupe comme celui dans lequel j'ai commencé à travailler. Voilà. Merci. C'est vachement intéressant parce que là, en vous écoutant, je me rends compte qu'en fait, il y a des ressemblances, mais on a tous sa prise de conscience, ou soit plus diffuse, soit d'un coup, soit... c'est vachement intéressant. Je vous laisse continuer.
je vais étayer un petit peu par rapport à l'avion, parce que ça suffit pas quand même. Il y avait aussi la volonté, vu qu'on avait déjà monté une boîte et qu'on l'avait vendue, on avait quand même l'entrepreneuriat dans les tripes. Je pense qu'une fois que vous avez goûté à ça, c'est compliqué de revenir en arrière, d'être votre propre décideur. C'est très difficile de revenir en arrière. Et du coup, en étant dans une grosse structure, il y avait quand même cette volonté de remonter une société, ça crée des emplois, ça crée de la dynamique, ça flèche des investissements vers de l'innovation, etc. Donc il y avait cette volonté profonde de monter une boîte. La question, c'était sur quoi? Et c'est en fait différents alignements, notamment l'avion, qui a fait trigger à ce choix-là, sachant que quand on a commencé à créer la boîte en 2019, ça paraît pas si vieux que ça, mais en 2019, il n'y avait pas autant d'écho que ce qu'il y a aujourd'hui dans les médias et dans la vie courante autour des problématiques de climat. Donc c'était un peu un pari quand même. Et on a quand même vu quelques effets à droite, à gauche, notamment aux États-Unis, où des boîtes commençaient à se monter sur le sujet. Et on est surtout arrivé très naïf sur le sujet à ce moment-là, parce qu'on est arrivé sans trop de connaissances. On a payé un consultant carbone de Carbone 4 en lui disant viens nous dire comment ça marche le climat. Puis on a présenté le projet, on lui a dit qu'est-ce que t'en penses? Il nous a dit c'est pas con, il nous a rejoint. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais l'idée de départ, c'était quand même de dire on va essayer de flécher des investissements pour capter du carbone, parce que vu qu'on n'arrive pas à arrêter d'émettre, on va financer des solutions qui captent. Donc on va faire du direct air capture, des grosses turbines qui prennent le CO2 d'un air et qui en créent des cailloux. On va financer la reforestation, on va financer des projets. Et c'est bon, ça va passer. Dans 20 ans, on aura réglé le problème. Bon, ça c'est une approche un tout petit peu naïve du problème du changement climatique et des sujets liés. Et du coup, en creusant les sujets, en comprenant un peu plus les problématiques, c'est là où on a vraiment dirigé la boîte vers la création d'un outil qui permet de réduire, parce que là, sans la réduction, la compensation ou la contribution, les projets comme ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas d'un ordre de magnitude. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un petit peu, c'est vraiment beaucoup loin de ce qu'il faut faire. Et donc ça a été le déclencheur un petit peu de l'ensemble de la picture. Et l'idée générale, mon associée cofondatrice Rachel, ce qu'elle a en tête, qu'elle aime bien dire, et que je trouve qui est assez intéressant, c'est de dire ce qu'on veut faire avec Sweep, c'est de montrer qu'on peut utiliser le système tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y a des débats sur la croissance, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que la croissance verte ça existe et tout, on peut rentrer dans ces débats-là parce qu'à mon avis on peut y passer la nuit. Mais est-ce qu'on peut utiliser le système économique actuel, la mécanique financière actuelle pour driver des investissements qui vont dans le bon sens? Et Sweep, on veut aller faire une introduction en bourse, une IPO, enfin quelque chose de gros pour montrer qu'on peut avoir des métiers dans l'impact, on peut avoir un impact au global qui est positif, même si la boîte croît au global, si on aide des centaines de milliers de boîtes à réduire, au global on est en négatif, et utiliser le système pour ça. Donc voilà, c'est toute la genèse de Sweep, c'est passé par ces étapes-là. Alors moi, j'ai pas eu de climate moment, parce que moi, dans les années 90, quand je suis sortie de l'école, on parlait absolument pas d'environnement. Il y a eu quand même quelques catastrophes écologiques auparavant. Enfin voilà, il y a eu quand même des mouvements, des ONG qui s'élevaient effectivement déjà contre. Mais c'était vraiment pas quelque chose qui nous animait et qui nous animait d'ailleurs pendant longtemps. Il y a eu quand même un élément. Moi, j'ai commencé à travailler dans une grosse coopérative agricole et ensuite dans une société qui faisait des études de marché avec les chimistes de l'agrochimie. Et là, on me demandait quelle quantité de phytosanitaires ils utilisaient. Et là, c'est vrai que j'ai eu un premier choc en me disant je ne mangerai plus aucun fruit et je ne mangerai plus de raisin, je ne boirai plus de vin. Parce que c'est des quantités absolument astronomiques. Enfin, je veux dire, quand on s'en rend compte, quand on fait voilà, c'est un premier choc. Bon, je continue à manger des fruits et légumes et boire du vin. Mais c'est déjà été un premier choc, effectivement. Et ensuite, je suis rentrée dans l'innovation et là, effectivement, beaucoup de passion pour voilà, c'est des métiers qui sont très stimulants intellectuellement. Moi, j'ai toujours été très animée depuis toute jeune sur plutôt les questions sociétales, la justice, etc. Voilà, qui sont attendues à mon éducation. La question écologique, elle est venue peut-être un peu plus tardivement. Et au fur et à mesure de mon parcours professionnel, de mes réflexions, l'innovation, si elle paraissait effectivement stimulante intellectuellement, elle paraissait aussi peut-être parfois inutile. Enfin, je voyais une tonne de projets dont certains avaient levé beaucoup de fonds qui n'apportaient rien à la société, enfin, où il n'y avait pas forcément d'intérêt général. Donc voilà, il y a
c'est pas que ça s'est émoussé, mais l'innovation, elle est aussi, il faut le dire, hein, le principe de ces innovations récurrentes, hein, c'est le principe de Schumpeter, fait qu'effectivement, on va vers des croissances, PIB, etc. Voilà, je me suis dit, à quoi bon et en même temps, tout en aimant l'innovation. Donc voilà, l'idée effectivement de faire cette transition en gardant l'innovation, en disant l'innovation, quelque part, elle est la cause des problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui, et pas qu'environnementales, sociétales. Hein. Voilà, enfin, toute l'exploitation, le néocolonialisme dont on parle actuellement. Moi, je veux continuer, parce que je veux dire, on ne peut pas arrêter les gens de penser, d'avoir des idées, de trouver des solutions. Il faut le faire différemment. Donc effectivement, ces notions d'innovation responsable. Et tout ça a été émaillé par les contacts que j'ai eus aussi avec beaucoup de chercheurs, parce que j'ai travaillé avec la recherche publique pendant 25 ans, qui, eux, étaient très en avance sur ces sujets. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui m'a conforté dans ces choix-là. Et puis, il faut dire aussi les enfants, hein, qui ont envie que ces enfants aient une vie, que puisse vivre sur une planète habitable. Et, en l'occurrence, je ne sais pas poussé, mais ma fille est végétarienne, mon fils est un ayatollah des économies d'énergie, donc sans que je les ai poussés là-dessus. Donc c'est un ensemble effectivement de facteurs qui ont convergé autour de ce nouveau métier. Puis après, je me suis formée, parce que pour moi, ça a été important. Je n'avais pas eu du tout de formation là-dessus. C'est des matières quand même qui sont un peu techniques, souvent assez techniques, et aussi techniques au niveau alimentaire, puisque la réglementation évolue beaucoup actuellement, et pour pousser effectivement à ce mouvement vertueux vers une planète plus propre. Alors, moi non plus, j'ai pas eu de climate moment, mais ça marche bien ou... Ok. Mais par contre, je me vois beaucoup dans ton parcours, Elsa, parce que au début, j'ai toujours pensé que je travaillerais dans une grosse boîte, dans une structure bien carrée, que je ferais mes horaires, machin et tout. J'avais fait mon stage chez Total parce que mon père travaille chez Total. Ma mère est aussi dans une grosse entreprise. Et finalement, en fait, j'ai été là-bas et c'était un peu la désillusion, effectivement. J'étais un peu déçue. Et du coup, après, pour mon stage de fin d'études, c'est un peu par opportunité où, du coup, ma collègue Célia Graziani, qui a 2 ans de plus que moi, venait faire la promotion du coup de Naturéo et proposer un stage. J'ai vu l'émission, ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et là, je me suis retrouvée dans une plus petite structure, plus à taille humaine, où j'avais l'impression de faire des projets et des missions beaucoup plus concrètes et qui, pour moi, semblaient avoir beaucoup plus de sens. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai eu la chance, donc, à la fin de mon stage, d'avoir eu une embauche à la clé. Donc j'y suis depuis. Et puis, du coup, nos principaux projets, c'est sur du coup, le dimensionnement de stations d'épuration et de potabilisation. Alors malheureusement, c'est beaucoup drivé par le financier et la politique, mais de plus en plus, les collectivités, elles cherchent à intégrer plus de volets écologiques en installant par exemple des panneaux solaires sur les stations, en réutilisant l'eau, en nous demandant de mettre des équipements avec des plus grandes performances énergétiques. Et de plus en plus, ils sont soucieux aussi des bilans d'exploitation, donc des consommations et tout ce qui peut attraire aux économies d'énergie, économies tout court, pour l'exploitation de leurs stations. Donc je trouve ça cool que de plus en plus on fasse attention à ces points-là, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le traitement de l'eau et pour tout ça. Merci à vous. Du coup, on va pouvoir passer sur la deuxième question, donc qui est, en fait, on est tous là des anciens de Polytech. Donc, on va parler un peu de la formation qu'on a eue. En fait, est-ce que vous trouvez que la formation que vous avez reçue, donc après, il y a des formations plus récentes et des formations qui ont été faites il y a un peu plus longtemps, donc peut-être qu'en 1990, on parlait moins aussi dans les formations de transition écologique. Mais quel avis vous avez sur la formation que vous avez reçue respectivement de votre section par rapport à la transition écologique, à l'environnement, au développement durable, à tout ça?
Alors, moi, je crois qu'en STE, c'est plutôt en dernière année où il y a beaucoup plus d'intervenants extérieurs qui vont parler de ces sujets-là. Alors moi, j'ai pas fait ma 5e année à Polytech, j'étais en Erasmus, donc j'ai pas spécialement suivi tout ça. Après, sur les matières, nous, effectivement, on a de l'environnement, de l'écologie, surtout pour la protection des systèmes aquatiques. Alors moi, c'était moins cette partie qui m'intéressait. C'était plus la partie génie des procédés. Donc après, je pense qu'on peut peut-être, via des interventions extérieures, peut-être faire plus de... améliorer et approfondir ces sujets-là. Je pense que ça a peut-être manqué un petit peu, mais après, le domaine STE, domaine de l'eau, on est déjà beaucoup sur l'environnement et pas un peu l'écologie, mais peut-être pas encore assez. Voilà. Ah oui, ici, j'avais oublié de dire... j'ai pas eu de climate moment, mais je me souviens qu'il y a quelques années, il y a eu l'intervention de Jean-Marc Jancovici à Polytech, oui. Et ça m'avait assez marqué, où j'étais sortie un peu de l'intervention. Non, mais un peu dépité quand même. On avait l'impression que le monde allait s'effondrer, donc ça fait un peu peur. Et puis après, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais c'est vrai que de plus en plus, là, notre génération, j'ai l'impression que tout le monde se sent beaucoup plus concerné par rapport aux générations d'avant, mais voilà, c'est peut-être aussi un amas de plein de trucs extérieurs et de prise de conscience individuelle qui font que... Je crois que c'est la situation. C'est la situation où on en arrive qui le veut aussi. Mais je dirais pas qu'effectivement, parce que que les jeunes générations sont plus sensibles. D'ailleurs, il y a des études faites sur la RSE, et étonnamment, c'est pas l'environnement qui arrive en premier, c'est la qualité de vie au travail sur la RSE. Donc, je partagerai pas totalement votre... Et puis, je veux pas qu'on parle que ce genre de choses, justement, qu'on avance tout ce genre de choses, parce que ça va créer... ça crée des fractures intergénérationnelles, alors que je veux dire, c'est pas parce que j'ai moins de temps à vivre que vous que ça ne m'intéresse pas, et que je pense que effectivement ce qu'on a capitalisé aussi pendant sert aussi à faire de l'innovation responsable. Donc je vous le disais, c'est ce qui est la cause des problèmes, et l'innovation responsable qui va être la solution, qui sera également la solution à mon avis. Non, mais je le dis, je le mets systématiquement, je le dis. Parce qu'effectivement, alors, autant sur le digital, je suis d'accord sur le décalage, autant étonnamment, vous seriez, sur les enquêtes qui ont été faites, c'est pas si flagrant que ça du tout. Du coup, pour répondre à la question, c'était un peu écarté, j'y reviens. Moi, de mémoire en matériaux, il y avait toujours un peu une ambivalence sur les différents enseignements, où il y avait toujours un peu une dimension développement durable, comment le faire plus durable ce matériau-là, ou des problématiques transverses avec des cours de bilan carbone. Mais il y avait aussi un côté production, avec comment produire, comment ça se passe une chaîne de production, donc un peu un entre-deux. Après moi, encore une fois, à titre personnel, je n'avais pas forcément de sensibilité à ce moment-là. Donc je dirais pas que c'est Polytech qui m'a permis d'avoir des clics là. Ça a été plutôt mon parcours, mes rencontres. Mais ce qui est sûr, c'est que sans l'accompagnement humain que j'ai eu à Polytech, j'aurais pas pu faire ce stage et ce contrat pro qui sortait un peu des clous, puisque moi je me suis dirigée dans l'énergie alors que j'étais en matériaux, donc il a fallu un peu construire un projet personnel, et ça c'était vraiment parce que les équipes de Polytech et M. Bantini m'ont accompagnée et qui ont permis en fait que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante, parce que on m'a permis de m'exprimer et d'écouter en fait mon projet personnel. Après, sur l'enseignement, sur le département, j'ai l'impression que ça évolue très vite en fait d'une année sur l'autre, et que il y a beaucoup d'actions qui sont faites par l'école. Mais c'est vrai que potentiellement, ça aurait été bien un département, dans le département matériaux, je parle pour ce que je connais, un enseignement vraiment dédié à ces aspects de transition, à l'impact, etc. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Oui, c'est pareil. Donc à mon époque, c'était il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas forcément trop de sensibilisation. C'était encore un peu naissant. Les sujets de
réchauffement climatique, tous ces enjeux autour de ça. Mais enfin, il y avait quand même un peu, par exemple, il y avait des cours sur les matériaux biosourcés, essayer de faire des matériaux plus respectueux. Donc voilà, mais enfin, je pense que c'est important qu'on soit tous conscients en fait des enjeux qui nous attendent, et après chacun se fait son avis ou chacun agit à sa façon sans le jugement des autres au final. Moi, en tout cas, j'agis comme bon il me semble, et je porte aucun jugement sur les autres, parce que je sais que ça les braque plus qu'autre chose au final. C'est plutôt négatif. Donc là, au final, je vois qu'il y a plein de conférences où il y a plein d'intervenants, donc c'est très bien au final de sensibiliser à ces sujets-là. Et après, je reviens aussi sur le fait que ces derniers temps, il y a beaucoup d'innovation. C'est un monde très changeant. Et donc, au final, pour le monde de demain, il faut des ingénieurs qui sont flexibles et qui s'adaptent. Il faut avoir une connaissance de base, donc, par exemple sur les matériaux. Il faut aussi avoir dans mon cas, il faut aussi avoir une curiosité et continuer en fait à s'intéresser à d'autres choses et à alimenter en fait ces connaissances-là. Donc, dans mon cas, mon sujet, c'était à la frontière entre deux domaines, celui des matériaux et celui plutôt de la microbiologie, les bioprocédés, etc. Donc voilà, et pareil aussi dans l'informatique, je sais pas, il y a l'arrivée de ChatGPT qui rebat toutes les cartes sur les métiers, etc. Donc vous allez en fait vous spécialiser dans un domaine et qui va être bouleversé très rapidement, parce que l'innovation pourrait être très rapidement. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Donc de la flexibilité et être conscient en fait de ce qui nous attend. Et ça, ce sera la base après pour vous après choisir vers où vous voulez aller, si vous voulez avoir un impact. Du coup, moi, en SE et en MA aussi, j'imagine, je vois pas trop de cours qui étaient vraiment en lien avec l'environnement. Il y en a un seul qui me vient en tête, c'est comment consommer le moins possible quand on design un produit, que ce soit en termes de code, donc faire des codes le plus efficaces possible, et essayer de mettre en place des veilles ou prendre des composants qui sont de moins en moins énergivores. Parce que, pardon, le code, ça fait quoi s'il est plus long? Ça consomme plus d'énergie? Tu peux avoir des codes qui sont plus longs et plus efficaces au niveau énergétique, quoi. Suivant les types de code et suivant la manière dont tu codes aussi pour coder plus proprement. J'apprends, je sais pas. Mais après, on n'avait pas les cours exclusivement là-dessus, donc c'est juste quelque chose que moi je sais que j'ai pas expérimenté. Ouais, c'est vrai que moi je me rappelle avoir été un peu choqué quand j'étais en alternance, parce qu'on était dans une boîte où ils fabriquaient des climatisations, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets, d'appareils autour de nous qui sont en train juste d'attendre qu'on leur donne des ordres. Typiquement, une climatisation, en fait, elle est toujours prête à recevoir un ordre de la télécommande, et elle est toujours allumée, en fait, toujours un petit peu allumée, quoi. Et on avait eu un cours sur la manière d'économiser le plus possible sur le mode veille et d'optimiser les circuits, quoi. Mais c'est vrai que je vois aussi un peu de loin que on commence de plus en plus à avoir dans l'école de cours qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à la transition, et je pense que ça aide. Ouais. Après, les domaines qui sont effectivement plus aptes à aider, donc matériaux et eau, je pense que c'est plus facile d'agir là-dessus qu'en électronique. Alors après, je vais juste à peine compléter ce qu'a dit Elsa, parce qu'on était dans la même formation. Moi, clairement, les cours d'éco-conception m'avaient parlé, notamment avec M. Bantini. Mais moi, en fait, c'est clairement des cours qui, comme l'a dit Elsa, m'ont sensibilisé à ce moment-là, mais clairement, je les ai mis dans un fond de ma tête, dans un tiroir au fond. Et pas parce que ça m'intéressait pas, mais plutôt parce que j'ai pas été touché par ça à ce moment-là. Et en fait, c'est comme je l'ai vu par la suite, en fait, c'est juste une graine qui a été plantée. Vraiment, je l'avais en moi, et à ce moment-là, après, c'est juste sur un moment où, quand je vous dis, j'ai eu ce Climate Moment, clairement, c'est revenu, et tous les cours sont revenus. Je me suis dit, ah, mais là, je me suis redocumenté à ce moment-là.
Je pense que je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait eu. L'intervention de la personne du GIEC m'avait beaucoup marqué, parce qu'elle mettait quand même des constats qui étaient assez alarmants. Ça paraît normal, mais clairement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est autant la merde que ça, où vraiment, on est fichu, on est foutu. Et j'avoue que ça m'avait sur le coup marqué, mais qu'après, peut-être par déni, j'avais dit je passe à autre chose, j'ai quand même des cours à côté, et je l'avais mis sur le côté. Mais voilà, pour moi, ces connaissances que j'ai eues, ces cours-là, m'ont pas parlé quand j'étais à Polytech, mais ont été des graines plantées qui m'ont aidé par la suite et qui ont fait écho après, quand je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai participé il y a 2 semaines au Salon TAF. J'ai fait participer à une table ronde sur les métiers qui sont liés à la transition écologique et sociétale. C'est juste pour vous donner effectivement les tendances de ce marché en termes d'offres d'emploi. Entre 2022 et 2023, c'est plus 40% d'offres d'emploi. Ah, c'est le sujet d'après. Ah mince. Bon, bah alors j'arrête. J'ai fait la transition peut-être déjà. C'est pour ça en fait, je faisais la transition à ta place. Parce que Oui, du coup, on va y venir juste après. Du coup, moi, pour finaliser, je suis assez d'accord avec Paul, avec Guillaume. En fait, moi, sur le moment, les cours, c'était des cours. Donc, des fois, quand on a 8 heures dans la journée, on n'est pas toujours très attentif. Et je trouvais ça intéressant. Mais je pense que ça a été des graines qui, en fait, m'ont vraiment donné les cartes après pour pouvoir tout faire. Franchement, je me souviens, je ne saurais même pas dire tout ce qu'on a eu, mais en GBA, je sais qu'on a eu des cours un peu d'éco-conception, en fait, c'était mixé dans des projets. On avait un peu d'éco-conception là, un peu d'ACV là, mais je savais ce que c'était. On a eu une initiation au bilan carbone ou une espèce de méthode de bilan carbone. J'ai même plus en tête, mais dans chaque projet, il y avait une petite partie environnementale. Depuis quelques années, il y a le Pôle Innov Challenge qui traite d'un sujet environnemental. Et en fait, c'était parsemé. Mais moi, en fait, avant, j'avais fait un DUT génie biologique option environnement. Donc j'avais déjà un peu des clés en tête. Et je le voyais dans des cours qui avaient plein de petites choses en lien avec l'environnement. Donc c'est pas pour faire la pub de l'école, franchement, j'y gagne rien. Mais honnêtement, j'ai plus le classement en tête, mais je crois que Polytech Montpellier est très bien classé parmi les thématiques qui traitent de la transition, parmi les écoles qui ont des sujets liés à la transition écologique. Et je sais, pour avoir échangé avec les professeurs l'an dernier, je sais que même depuis que j'ai été diplômée, depuis là 2 ans, ils travaillent beaucoup à insérer de plus en plus, à continuer à mettre des sujets liés à la transition écologique et sociétale. Je sais qu'il y a des trucs maintenant en PEP, il y a de plus en plus de choses. Il y a Camille aussi qui travaille là. Tout ça n'y était pas avant, mais je travaille sur la transition. Voilà. Et nos professeurs, il y a beaucoup de professeurs qui sont très concernés. Donc franchement, c'est vraiment bien. Et moi, je me suis rendu compte en arrivant sur le marché du travail et en voulant faire ce switch, qu'en fait, on nous a vraiment donné les clés par différents travaux de groupe où on a des missions qui viennent. Un coup, on va être un peu plus leader dans le groupe, un coup, on va être un peu plus. On a tellement de travail de groupe, d'intervention, qu'on est vraiment pluridisciplinaire, on a de la polyvalence. Et être ingénieur, c'est vraiment moi, je trouve que c'est une force, vraiment, on peut tout faire. Après, si vous êtes en GBA, vous avez dû avoir du mal à travailler sur des matières plus liées à l'IG, vous allez avoir du mal à faire l'informatique, ça va de soi, mais vous pouvez vraiment faire pas mal de switch et travailler sur différents secteurs, et notamment en lien avec la transition écologique. Donc moi, je suis assez reconnaissante des compétences par rapport à la transition écologique amenée par l'école. Du coup, on va passer au dernier sujet. Géraldine, si tu es prête. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir des questions environnementales dans votre secteur? Est-ce que vous pensez que on va trouver un métier facilement? Est-ce que vous pensez que... Je laisse la parole. Donc, je disais, entre 2022 et 2023, plus 40% d'offres d'emploi dans le domaine de la transition
écologique et sociétale, c'est beaucoup. Et je pense qu'effectivement, à mon avis, ça va être beaucoup plus que 40% entre 2023 et 2024, avec effectivement toutes les nouvelles réglementations qui arrivent. Donc ça concerne effectivement les nouvelles filières qui sont liées aux énergies renouvelables, à tout ce qui est problématique de tri des déchets, enfin voilà, l'hydrogène, etc., qui sont des filières qui se développent et qui vont embaucher beaucoup d'ingénieurs, notamment, beaucoup de profils techniques. Mais ça concerne également, ça irrigue toutes les fonctions d'entreprise. Ça irrigue les fonctions achats, ça irrigue effectivement les fonctions techniques et les fonctions d'ingénieurs, où je pense que l'éco-conception va devenir quelque chose de quasi systématique maintenant. Il va falloir effectivement, dans un boulot d'ingénieur, être capable de concevoir un nouveau design, un nouveau produit, etc., avec ce filtre écologique. Ça concerne les juristes, parce que moi, c'est ce que je disais à mon voisin, on parle beaucoup de transition écologique, mais on ne parle pas de transition sociétale, parce que cette transition écologique, elle va aussi nécessiter que nous transformions nos organisations, notre management, la diversité dans nos entreprises, la façon effectivement dont... Et ça, ces composantes-là aussi, elles doivent être intégrées dans les écoles d'ingénieurs, parce que vous allez être des futurs managers. Et cette dimension-là, je pense que c'est une dimension dont je n'ai pas trop entendu parler aujourd'hui, mais qu'il faut absolument également intégrer. Autrement, cette transition écologique, elle ne fonctionnera pas dans l'entreprise. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je veux bien rebondir sur ce que tu as dit, puisque comme je travaille pour une coopérative, il y a quand même une dimension humaine qui est vraiment au cœur du projet et presque autant que l'engagement des personnes. Mais pour répondre un peu à la question, si je parle du secteur des énergies renouvelables, en fait c'est assez dingue le nombre d'offres d'emploi qu'il y a dans ce secteur-là en ce moment. Ça fait quelques années qu'il y a vraiment il y a plus d'entreprises qui cherchent des gens que de gens qui cherchent des métiers dans ce secteur-là. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Mais moi je préfère dire que mon secteur c'est les développements des énergies renouvelables citoyennes et dans une coopérative, parce que tous les développeurs ne se valent pas et ils n'ont pas tous en fait le même impact sur la planète. Quand on fait des énergies renouvelables, il suffit pas de juste en faire, ça dépend de comment on les fait. Si c'est pour déforester des hectares pour mettre des panneaux, bon, ça pose question sur l'impact, sur plein d'autres impacts en fait sur la biodiversité. Et donc dans mon secteur, qui est celui des énergies renouvelables citoyennes, avec une dimension vraiment engageante et militante forte, il y a aussi plein de travail. Enfin, nous, vraiment, on recrute énormément. Ma coopérative, à l'échelle nationale, c'est à peu près 300-350 personnes. Et à Montpellier, on est 20. Et quand je suis arrivée chez Enercop il y a 1 an et demi, on n'était que 12, quoi. On a vraiment des offres d'emploi en continu. Et c'est des secteurs qui sont de plus en plus attractifs aussi, parce que c'est vraiment des milieux où, au-delà de participer à un projet qui fait sens, il y a vraiment une dimension, et donc je rejoins ce que tu dis, où on traite les gens comme des humains et on est tous sur un pied d'égalité et on discute. Et en fait, ça fait du bien aussi de voir ce type de système-là, avec une lucrativité limitée aussi. Voilà. Juste, on va essayer de terminer en 3-4 minutes, sinon on n'aura pas le temps de prendre des questions. Mais allez-y. Vas-y. Non, vas-y. C'est pas parce qu'il y a une hiérarchie que cela se passe pas bien. Il y a aussi dans les entreprises des moyens de faire ça sur la partie sociale et gouvernance. Ça s'appelle des labels de type B Corp, société à mission, ce genre de choses. Nous, on a passé la certification B Corp et ça impose la manière de gouverner la boîte où le pouvoir est distribué et pas juste sur nous, en fait. Et la manière de traiter les clients, de traiter les partenaires, de traiter les employés, la diversité, l'inclusion, le taux de... Par exemple, nous, on a un taux de 50-50 de femmes au board, typiquement, ce qui est plutôt rare dans la tech. Et donc ça c'était pour revenir sur ce que tu viens de dire, je vais vite. Et sur l'avenir, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de problème d'embauche en informatique, ça va continuer d'être le cas. Je crois qu'en IG, ils sont 100% chaque année, ou proche de 100% chaque année. Et sur la partie environnementale plus informatique, ça va devenir nécessaire. C'est-à-dire que là, on ne peut plus concevoir des applis, à part l'IA qui ne va pas dans la bonne direction, il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais globalement, on ne peut plus écrire un logiciel aujourd'hui sans prendre en compte l'éco-conception. Dans tous les appels d'offres récents auxquels on répond, on nous demande systématiquement l'accessibilité, la co-conception et tous les diagrammes d'architecture du monde. Donc typiquement, l'éco-conception, ça va devenir très important pour les métiers de l'informatique.
Donc oui, au final, ingénieur, c'est apporter aussi des solutions. Donc demain, vous allez être en entreprise. Donc c'est aussi proposer des solutions dans la bonne direction. Donc c'est d'être informé sur notre monde, sur les enjeux. Donc après, pour revenir plus à la question, donc sur l'avenir des questions environnementales dans le secteur des matériaux, plus généralement, tout à l'heure je parlais de la raréfaction des ressources, des métaux. Donc, et ça, en fait, ça importe en fait à repenser tout. Donc toutes les entreprises qui utilisent ces matériaux-là, elles vont devoir penser à utiliser d'autres matières qui sont plus renouvelables, qui sont plus accessibles. Donc il y a beaucoup de recherche et développement dans ces domaines-là, dans les batteries pour l'électrification, dans les matériaux de construction. Donc il y a de plus en plus de normes qui sont imposées en fait à ceux qui vont concevoir les maisons. Donc c'est proposer des matériaux qui vont être plus isolants et plus biosourcés. Donc dans plein de domaines. Et moi en fait le domaine que je promeus c'est plus le fait le domaine de la biofabrication, donc le fait de fabriquer des matériaux à partir du vivant, qui pour moi est une des solutions adaptées en fait, qui propose une façon économe en énergie et en ressources. Donc voilà, donc il y a tout à fait en fait en matériaux. Moi j'ai une réponse toute simple. Hein. Le domaine de l'éolien il est clairement en boom. Je pense qu'on dit souvent que le gouvernement il n'aide pas assez la transition écologique, mais sur l'éolien il y a vraiment une feuille de route qui a été établie par le gouvernement. Ils veulent, on a environ, je pense, j'ai pas les chiffres exacts, mais on a environ 20 gigawatts d'éolien actuellement installés en France, et le gouvernement veut passer à 40 gigas en 2030, dans l'horizon 2030. Et du coup, je le vois dans mon entreprise, dans Vestas, on a énormément d'embauches chaque année. Et je sais que chez les clients qui exploitent les parcs éoliens, il y a aussi énormément d'embauches là-dessus. Donc pour l'avenir du secteur éolien, et je pense aussi tous les secteurs d'énergie renouvelable, on est sur quelque chose il y a de l'avenir quand même, c'est sûr. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on pourra leur laisser la parole plus longtemps, mais est-ce que vous avez des questions, rebondir sur une entreprise, un parcours, une question autre? Oui, je vais donner le micro. Alors, bonsoir. C'est concernant l'entreprise Swim. Vous avez évoqué donc une optimisation de la stratégie des entreprises par rapport à l'établissement d'un bilan carbone. Donc, je me demandais, est-ce que ça voulait dire concrètement, d'ailleurs, en fait, une fois qu'on fait le bilan carbone, c'est quoi les étapes suivantes? Bonne question. La première chose, c'est mesurer pour comprendre ce qui se passe. Le mieux, c'est de mesurer avec des données physiques. Donc, encore une fois, les kilomètres parcourus, les kilowattheures, plutôt que l'argent. Parce qu'on peut faire des estimations, on peut dire qu'on a dépensé 5 000 €, et puis en fait, on ne sait pas vraiment quel est le flux physique sous-jacent qui a émis du CO2. Donc, d'abord mesurer. Étape d'après, plan de transition, plan de réduction dans le cadre du climat et plan d'amélioration dans le cadre de l'ESG au niveau global. Ça va être mettre une trajectoire de réduction. Donc, il y a des outils qui existent. Donc, il y a le plan de transition de l'ADEME. Il y a aussi SBTI, qui est un Science Based Target, qui est en gros un consortium plutôt indépendant qui donne des lignes de réduction pour rester aligné avec les accords de Paris à 1,5 degré, 2 degrés. Alors 1,5 c'est mort, je vous le dis. 2 degrés, c'est mal barré. Et en gros, l'idée, c'est que vous mettez une trajectoire et vous devez suivre cette trajectoire-là sur 10-15 ans. Et en face de la trajectoire, on met en place des initiatives de réduction. Donc typiquement, une trajectoire 1,5 aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de 30% de réduction par an. Sur le... Je dis une bêtise? Non, attends, c'est pas 30% par an, c'est 25% par an. C'est ça, merci. Et du coup, 25% de réduction de CO2, c'est énorme. C'est un quart de ta production. En fait, vu que la plupart des émissions de CO2 sont liées à la consommation énergétique, donc à la production, ça veut dire de faire des efforts colossaux. Et en face, cette direction-là, cette cible, il faut mettre en place des initiatives de réduction. Ça va être par exemple, je passe
de l'avion au train. Donc là, tu vas avoir un delta par rapport à la baseline, c'est-à-dire au bilan carbone que tu as établi. J'ai une photo à jour aujourd'hui, j'ai mes 200 tonnes par an. Je mets en place une autre trajectoire de réduction. Je mets une initiative qui dit que sur les 200 tonnes, je prends l'avion 10 fois par an, je vais passer au train, je vais gagner 10 tonnes. Je mets en place du packaging, je passe du plastique au carton. Dans certains cas, un de nos clients fait ça, ils ont réduit de 20% leurs émissions juste en changeant de packaging, de la distribution. Sur les transports, ça va être l'optimisation de trajet ou ce genre de choses. Et en fait, en fonction des points chauds du bilan carbone, qui dépendent du type de métier de l'entreprise, sur le numérique, ça va être généralement l'usage du produit, ça va être plutôt ce qui est en dehors, enfin, ouais, l'usage du produit, on va dire, les serveurs, ce genre de choses. Sur la manufacture, ça va être la consommation énergétique. Saint-Gobain, par exemple, il consomme énormément de gaz pour chauffer à haute température, pour être capable de faire du verre. Ben là, leur plan de transition, ça va être, je passe d'un four à gaz, un four électrique sur le mix énergétique français, parce qu'on est bas carbone, ou alors, encore mieux, je passe au four électrique, et en plus, j'achète Enercop, qui a des très très bien au passage, et qui souscrit directement un contrat d'achat d'énergie renouvelable avec un producteur local. Donc toutes ces initiatives de réduction s'alignent avec une trajectoire qui a été déterminée par l'entreprise pour s'aligner ou pas avec les accords de Paris. C'est ça l'étape suivante. L'étape d'après, c'est de communiquer en général, de dire. Des fois, ils le font avant, mais en général, après, ils ne sont pas très bien. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un... Une deuxième question? Attends, on la posera peut-être après. Bonsoir, je suis en STEM et j'ai une question pour le monsieur qui fait des mycéliums, matériaux. Moi j'ai un papa qui travaille dans le bâtiment et il m'a dit que tous les matériaux utilisés dans les chantiers de rénovation énergétique ne permettaient pas de toucher des aides pour rénover sa maison. Et du coup, je voulais savoir si votre matériau, il était commercialisé pour isoler les maisons et est-ce qu'il bénéficiait il faisait partie des matériaux autorisés pour dans les trucs genre MaPrimeRénov', ce genre de dispositif. Voilà. C'est une question intéressée. Donc je parlais des applications du mycélium qui peut être dans plusieurs domaines, dans le packaging, dans le bâtiment. Moi, au final, mon projet, c'est de faire une alternative au cuir. Donc, je ne vais pas pouvoir t'aider et faire de matériaux pour le bâtiment. Donc, moi, c'est plutôt une alternative au textile, donc qui va être 100% biosourcé, qui va reproduire les performances du cuir. Je ne peux pas trop répondre à ta question, en fait. Une autre? Oui? Bonsoir. Moi, c'est une question plus générale. Du coup, vous avez tous dit que vous avez eu un déclic ou que c'est venu au cours du temps, cette volonté d'agir pour l'environnement. Et du coup, aujourd'hui, que vous avez tous eu ce déclic, où vous avez tous un impact positif sur l'environnement, est-ce que depuis ce jour, depuis ces moments, en fait, vous essayez d'étendre vos actions, vos démarches, plutôt personnelles, et est-ce que vous essayez de le transmettre autour de vous, et comment vous faites ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le défi, on peut le voir dans cette salle aujourd'hui. On est beaucoup plus que ça à Polytech, et finalement, ça représente quoi ici, peut-être quelques pourcents. Donc, comment intéresser les gens, et comment vous pouvez le faire, peut-être à travers votre travail, personnel. C'est une question primordiale, je pense que chacun va avoir une réponse à dire, parce que c'est... moi je vais parler, je pense que j'ai aussi de la fresque du climat, parce que ça fait totalement sens avec essayer de sensibiliser les personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu environnemental, qui ne sont pas du tout conscients de ces enjeux-là, sans les braquer. Et c'est ça le pire. Si on dit à quelqu'un, en fait tu fais n'importe quoi, il faut que tu prennes le train par rapport à l'avion, mais que, moi je vous dis l'exemple, j'ai fait une phase du climat dans ma famille, 70% prennent l'avion tout le temps. Ils ont tous rigolé et c'était dur, quoi. Non mais voilà, c'est que
Pour répondre à ta question, moi depuis ce changement, je fais des actions à mon échelle. Alors voilà, à mon échelle, en mai je vais partir en Indonésie. Bon, je vais pas y aller en pirogue. Voilà, donc, évidemment, quand je pars en Indonésie, je me dis bon voilà, ça fait chier, mais bon à côté, je vais essayer de réduire ma consommation, je vais essayer d'en parler autour de moi. Voilà, c'est plein de choix. Il faut pas tomber non plus dans le mot n'a pas été employé. Je pense qu'on l'emploiera plus tard. L'éco-anxiété. Faut pas non plus aller dans un côté tout est fini, c'est l'apocalypse, je peux plus rien faire, je fais plus rien quoi. C'est pas du tout le but. Donc moi je te dirais de déjà se dire moi à mon échelle qu'est-ce que je peux faire qui a du sens pour moi et que je peux faire, et après en parler autour de soi sans imposer son avis. En disant juste je te donne cette info là, je te donne cette source là, t'en fais ce que tu veux. Alors vraiment je te jugerai pas, personne te jugera, mais au moins je te l'ai donné. Tu pourras pas dire que tu n'avais pas accès. Donc juste informer, dire aux gens l'info se trouve là, la ressource se trouve là. Moi quand j'avais fait une fresque du climat à l'IAE avec des collègues de travail, c'est moi qui avais animé, et il y en avait un qui est encore en ce moment en train de faire un tour du monde. Je lui ai commencé à parler du fresque du climat, il a commencé à me dire mais t'es en train d'écraser mon rêve en fait. Je dis mais non, tu vas faire ton tour du monde, tu le feras quand même. Et je veux pas te dire non, ne fais pas ton tour du monde, c'est ton rêve, ça fait 3 ans que tu le prépares, ça fait 3 ans que je sais que tu veux faire le tour du monde. Mais voilà, et je vais juste informer, et il a été au moins informé. Et pour vous dire, il y a une semaine, il était en Australie, et il est allé jusqu'en Thaïlande. Il m'a envoyé un message, il me dit au fait, tu crois que j'y suis allé comment de l'Australie à la Thaïlande? J'ai dit t'as pris un train, t'es allé en pirogue? Il dit non, j'ai pris un avion, mais j'ai pensé à toi. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai encore le message, et ça me fait doucement rire, parce qu'on me dit voilà, il a pas, peut-être que évidemment il va pas changer le monde, mais au moins il y a pensé, au moins il s'est dit bon, ok, j'ai pris l'avion, mais je sais l'impact que ça a. Voilà, à peu près. Moi, je vais un peu revenir sur ce que tu as déjà dit, mais c'est vrai que moi, ma prise de conscience, comme je dis, elle a été faite beaucoup par les autres qui ont intelligemment planté des graines. Moi, j'ai pas eu trop de moralisation, des gens qui me grondaient parce que je prenais l'avion sur un week-end. C'est plutôt des gens qui faisaient différemment. Et en fait, naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient, en même temps à comprendre, prendre connaissance des enjeux, à comprendre pourquoi eux, ils étaient engagés. Et moi, ça a été plutôt en douceur. Bon, je suis peut-être passée par un petit moment de stress, un peu éco-anxiété, je pense qu'à un moment, on passe par là. Mais au final, ça m'a permis je me suis jamais sentie jugée. Et j'ai trouvé ça en fait très intelligent de leur part, de tous ces gens qui m'entouraient à cette période-là, parce que ça m'a permis de faire cette transition. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention dans ma vie perso à ce que je fais, à comment je prends l'avion, mais comment je consomme, comment je mange, qu'est-ce que j'achète, où je l'achète, à peu près sur là où partout où ça touche à ma vie, j'essaye de faire un peu attention. Et du coup, dans mon rapport aux autres, moi j'ai des amis qui sont pas du tout forcément sensibles à ça, donc mes collègues de travail évidemment beaucoup, mais dans mon cercle proche, ma famille, mes amis, c'est pas vraiment le cas, et j'essaye de refaire ce qu'on a fait pour moi, de surtout pas faire la morale, de surtout pas aller frontalement pourquoi tu fais ça, les confronter, parce que pour moi c'est contre-productif. Donc j'essaie de planter des graines quand je peux. Parfois je sens que c'est trop touchy, que même dire moi j'aurais pas fait comme ça, ça va les braquer. Donc juste ne serait-ce que rester ouvert, et moi ils voient que je fais différemment, et je vois qu'en fait ça plante des graines. C'est la même chose que ce que vient de dire Paul, quelque part eux avec le temps, et parfois il leur faudra peut-être 10 ans, mais avec le temps ils prennent aussi conscience et ils feront des choses à leur échelle. Donc moi, effectivement, je pense qu'on est tous un peu engagés dans des actions citoyennes, fresques, associations, etc. Mais en tout cas, moi, ce qui est le plus important, donc effectivement, il faut pas... Et puis nous-mêmes, moi j'adore prendre des douches chaudes qui durent longtemps. Voilà, c'est mon truc. Je prends quasiment plus l'avion du tout, mais alors les douches chaudes, je sais que c'est pas bien du tout. Voilà, on fait ce qu'on peut, et il y a des endroits où on peut faire des efforts, ou des endroits où c'est plus difficile. Et je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est effectivement d'amener du positif, d'avoir un discours positif sur cette sobriété. C'est ce qui manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans la tête des jeunes, c'est je vais avoir les dernières chaussures Nike, les derniers trucs, etc. Et donc c'est dans l'exemple qu'on donne aussi de vivre plus sobrement et de se montrer aussi heureux, voire plus que les autres. Moi, je sais pas parce que je vais en vacances à 100 km de chez moi que je suis plus malheureuse que celui qui est parti à Bali. Non, je dis, c'est très bien en Indonésie. Et donc, je pense qu'il faut il y a une fresque qui est très intéressante qui s'appelle la fresque des récits. Voilà. C'est une des meilleures fresques.
qui montrent que voilà, on peut être épanoui. Et voilà, moi je n'achète plus quasiment de fringues neuves. Et quand on me dit, waouh, il est super ton truc, je dis, bah ouais, je l'ai acheté. Je sais même pas, maintenant je dis même plus c'est la première main parce que c'est ringard, je sais pas, c'est la troisième main. Mais voilà, enfin, on peut construire des choses positives autour de ça et ça ne nous rendra pas plus malheureux parce que le bonheur, on le sait bien, c'est pas forcément lié à ce qu'on a dans nos placards. Ouais, je vous rejoins pas mal. Je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser et culpabiliser les autres. Il faut aller à son rythme. Et je pense que, par exemple, quand je suis sortie de la fresque, pas la fresque, mais l'intervention de Jean Comici, bon, on a l'impression qu'on ne peut rien faire à notre échelle et que c'est compliqué, mais il ne faut pas se démoraliser et déjà faire ce qu'on peut nous. Et ensuite, en montrant un peu comment nous on fonctionne, bah, effectivement, ça plante des graines, ça fait s'intéresser les gens, se poser des questions et petit à petit changer. Et je pense que c'est déjà pas mal et un bon début. Et donc voilà. Si vous voulez quand même vous fighter, parce que moi je l'ai fait, avec vos parents et vos collègues et que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez leur imposer, soyez solide, extrêmement solide sur les faits en fait. Oui, il y en a. Parce que sinon, en fait, votre argumentaire tombe dès que vous n'avez pas la bonne réponse ou les outils vraiment physiques de ce qui se passe pour répondre aux problèmes. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut se fighter, mais on passe normalement par une étape où on est anxieux, ça nous stresse, du coup, on dit à tout le monde qu'il faut n'importe quoi, et qu'il faut arrêter de prendre l'avion, qu'il faut plus manger de viande, etc. Ce qui est vrai, mais il ne faut pas. En général, c'est compliqué à justifier. J'ai un de mes meilleurs potes, il élève des vaches au braque. Bon, je lui dis, il faut arrêter la viande de bœuf. Il me dit, t'es sympa, mais non. Et du coup, c'est un débat que j'ai eu, très mathématique, entre l'émission de CO2 de la vache de bœuf d'Aubrac, qui est élevée en plein air, et les Argentines, basées sur des faits d'ADEME au bas âge, qui expliquaient que pourquoi la viande d'Argentine était moins émettrice de CO2 que la viande d'Aubrac. Bref, ce genre de débat, c'est très intéressant, mais ça sert à rien, ça avance pas. Si vous voulez quand même les avoir, soyez solides sur les données. Sortez pas des chiffres qui viennent de nulle part. Baquez-vous par l'information réelle, parce que sinon ça devient compliqué et après, ça ne sert pas à grand-chose. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, comme base de données avec des arguments un peu sur tous les fronts pour se battre contre des climato-sceptiques, il y a Bon Pote sur Instagram ou sur... voilà, il a fait un espèce de guide repas de famille avec des climato-sceptiques et moi, ça m'a pas mal aidé aussi. Ça, je me suis déjà fêtée quand même. Je pense qu'il ne faut pas axer uniquement sur le climat ou le climato-scepticisme, manger moins de viande rouge parce que c'est pas bien, il souffrir les animaux, c'est pas bon pour votre santé. Enfin, il y a plein d'arguments qui vont dans le sens. Moi, qui travaille sur la santé, par exemple, tous ces arguments-là, il y a plein d'arguments convergents qui font que voilà, il y a des choses. Et puis votre porte-monnaie s'en sortira aussi mieux. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément utiliser mono-argument. Tu veux dire un mot, Thibaut? Vas-y. C'est beaucoup de redites, hein, mais je pense que globalement, ceux qui sont moins sensibilisés, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau d'information sur ces sujets-là. Donc, voilà, il faut se documenter, donc soit faire de la pédagogie, mais la pédagogie en général, c'est difficile, ça part vite en fight. Donc, moi, je me suis pris la tête avec mon beau-père là-dessus. Donc, lui qui roule en 4x4, qui viandard, qui met du glyphosate dans son jardin, c'est la totale. Après, c'est aussi, on en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est aussi, ça peut être des ruptures dans des groupes d'amis. Dans mon entourage, j'ai beaucoup d'ingénieurs, on a une bonne qualité de vie. Et pour le premier de l'an, il y a des groupes qui veulent partir au Maroc 3-4 jours pour passer le premier don, donc c'est très sympa. Mais moi, j'ai pas forcément envie de prendre l'avion comme ça pour 4 jours. Enfin bref. Donc ça fait un peu des décisions comme ça. Donc c'est pas forcément facile aussi d'assumer. Mais après, c'est des décisions à prendre qui sont compliquées. Et c'est souvent aussi, il faut pas faire de remarques aussi sur les autres. Moi, j'ai voyagé aussi quand j'ai fait mon stage en Australie. Enfin voilà, j'ai beaucoup voyagé avec mon ancien boulot. C'était pas la même conscience aussi, c'était pas la même période, donc je serais mal placé aussi pour vous dire, non, prenez plus l'avion. En fait, on a chacun notre dose de culpabilité, et c'est à chacun aussi de placer son curseur en connaissance de cause. Voilà. Pour finir, tu veux dire un mot, Guillaume ou...
Bon, bah, je vais donner le mot de la fin, puisqu'on a atteint l'horaire. Je pense qu'on pourra en parler des heures, mais on va continuer d'en discuter au buffet. Mais ouais, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Quand j'ai eu ma prise de conscience, j'ai commencé par réduire mon empreinte personnelle, mais la moyenne, c'est 10 tonnes par personne et par an, d'équivalent CO2. Donc on réduit, mais atteindre les 2 tonnes comme il le faudrait pour être dans les objectifs climat de plus 1,5. Je crois que normalement on devrait être à 2 tonnes, 2 tonnes par personne et par an pour que ce soit soutenable. Les 2 tonnes, clairement, à moins de ne pas avoir de voiture, d'être full vegan et tout, c'est pas possible. Donc j'ai réduit mon empreinte carbone perso au max, et puis je me suis dit, bon bah ok, je vais travailler dans la transition écologique pour me lever le matin, et le premier truc que je fais, c'est ça, l'impact sur ça. Et puis j'ai eu quand même souvent des élans de ma conscience qui me disaient, ouais mais on peut tous faire un max, quoi. On voit Elon Musk, bon bah il fait des tonnes de trucs, ça n'a rien à voir avec la transition écologique, mais il fait vachement, il produit beaucoup. Et à notre échelle personnelle, on peut tous soit faire peu, faire beaucoup, ça dépend en quelle intensité on met dedans et à quel point on veut le faire. Et donc c'est une question que je me pose souvent. Et en parallèle, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? On a beaucoup parlé du fait de parler à nos proches. Tous, on est d'accord pour dire qu'il ne faut pas brusquer, je suis complètement d'accord avec vous. Mais du coup, moi, je me suis dit, on est dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère du numérique. Certains plus que d'autres, mais on passe un temps incroyable sur notre téléphone, notre PC, machin. Et du coup, j'ai commencé à publier sur LinkedIn parce que je me suis dit que ça allait me servir du point de vue du travail, en fait. Parce que maintenant, je me souviens que j'avais un prof à Polytech qui m'avait dit qu'il fallait être sur LinkedIn, que c'était un peu le futur du professionnel, machin. Et en fait, j'ai commencé à y aller, et puis en fait, je me suis rendu compte que quand on publie sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, comme tu disais Elsa pour ton pote, qui est sur différents réseaux, en fait, on voit à quel point ça a de la visibilité et le nombre de personnes qui voient ce qu'on publie. Et en fait, ça a une visibilité folle. Et du coup, j'essaye de vulgariser des sujets liés à la transition écologique, donc des sujets scientifiques, et j'essaye de montrer, comme ce que vous disiez, en fait, que ce mode de vie qui est plus sobre, qui va être plus en lien avec la transition écologique, respecter le monde de demain, il est, comme tu disais Géraldine, mais en fait on peut être même plus heureux en partant en vacances à 100 km, parce qu'on se rend compte en fait de pourquoi on y est. Parce que si je suis allée en Nouvelle-Zélande pour mon stage de fin d'études, mais en fait c'était nul, parce que je me rendais pas compte, et en fait c'était pas le bon moment, j'étais pas avec les bonnes personnes, alors que là je pars en vacances, les dernières vacances que j'ai fait, là je suis partie dans l'Aveyron, mais c'était super, parce qu'en fait juste j'étais avec les bonnes personnes, juste j'essaye de montrer que on peut être plus heureux en consommant moins de ressources, en émettant moins de CO2, et voilà. Donc, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Ok. Bon, un grand merci à Camille encore qui a... Voilà. Et merci à vous tous d'être là. C'était super.